Ok, Bonjour à salut. tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui. Oui. Cool. Génial. Attends, t'arrives à mettre le son juste un peu plus fort? Comme Oui, bien ça, on sûr. entend bien. On n'a rien à entendre. Ok, Donc, super. bonjour à tous. Merci d'être là pour cette première conférence expérimentale. C'est Yes. très gentil déjà. Vous êtes 55. Donc, Stylé. Vachement stylé. ouais, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on pensait. J'espère qu'Emeric il est prêt à parler devant autant de gens. Du coup, ouais, merci beaucoup d'être là pour cette première conférence. On va essayer d'en faire plus ou moins toutes les semaines, sauf la semaine prochaine. Mais l'idée, c'est d'avoir à peu près une conférence par semaine d'un PhD de l'EPFL qui nous présente en gros son travail d'une manière très vulgarisée et qui vous permet de voir un peu ce qui se fait plus tard à la fin des études ou en fin d'études et quel genre de problématiques on traite en physique. Donc c'est vraiment destiné à, enfin l'idée c'est que ce soit interactif après l'exposé de l'intervenant. Donc n'hésitez pas à poser des questions, à penser des questions. On en a préparé aussi pour Emeric, donc il ne pourra pas y échapper. et, et du coup voilà, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire. Donc merci beaucoup d'être là et je laisse la parole à Emeric Galland que je remercie d'inaugurer inaugurer cette série de conférences. Mais merci beaucoup. Merci aux Irrotationnels d'organiser ça, surtout. Je vais essayer de faire en sorte que la première se passe bien. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit ce que je veux présenter? C'est tout bon? C'est tout bon, on voit Très bien. parfaitement. Ouais. Ok, top. Bah alors, merci encore aux Irrotationnels pour l'organisation. Je pense que c'est une chouette initiative. Et donc, bonjour à tous. Bonjour aux bachelors, bonjour à tout le monde. Et je vais aujourd'hui donc vous présenter une petite introduction et disons un peu de détails également sur les lentilles gravitationnelles et sur qu'est-ce qu'on en fait au laboratoire d'astrophysique de l'EPFL. Donc je vais tout d'abord, je peux déjà me présenter brièvement. En fait, je suis Emeric Galland, donc je suis en 3e année de doctorat au laboratoire. Donc j'ai encore 2 années, quasiment 2 années entières avant la fin de ma thèse. Et on pourra discuter de la thèse un peu plus en détail à la fin, j'imagine. Donc tout d'abord, pour commencer, je vais vous donner un bref aperçu du contenu de l'univers. Donc vous imaginez bien que c'est assez vaste, mais on va y aller petit à petit. D'abord partir de la Terre pour aller ensuite sur des objets beaucoup plus lointains. Et ensuite, je vous introduirai le phénomène de lentille gravitationnelle et comment on peut l'utiliser, à quoi ça peut nous servir. Donc tout d'abord, si on regarde relativement proche de nous, à quand même des millions, voire des milliards de kilomètres, on a les planètes, certaines que vous connaissez bien entendu. Et on a un objet qui est alors plus proche de nous que certaines planètes, mais qui est en général plus lointain de nous, qui sont les étoiles, dont le Soleil en fait partie. Mais ce qu'on observe en général, ce n'est pas une seule étoile, mais ce sont des ensembles d'étoiles, donc des milliers d'étoiles. Ici, je vous montre une photo du télescope spatial Hubble. Beaucoup des photos que je vais vous montrer là sont prises par ce télescope. D'une photo prise en direction du centre de notre galaxie, donc avec beaucoup d'étoiles sur la photo. Donc les étoiles, elles sont caractéristiques de cette forme en croix qui est due à la construction du télescope spatial. Ensuite, dans les premières slides que je vais vous montrer, je vais vous donner à chaque fois quelque chose en bleu qui va être une taille référentielle et une masse en rouge. Simplement parce que c'est très difficile en astrophysique de garder une idée de la taille des choses. Et donc là, j'aimerais bien juste mentionner à chaque fois une taille référentielle et une masse référentielle. Donc ici, on est sur quelque chose de 2 fois 10 puissance 13 km. Ça serait la taille, grosso modo, du système solaire. Et sa masse, en fait, on se rend compte que finalement, comme on voit ici, c'est à peu près la masse du Soleil tout seul. C'est-à-dire que si on somme toutes les planètes, les comètes, etc., finalement, la masse entière du système solaire, c'est simplement la masse du Soleil. Donc 10 puissance 30 kg. Ensuite, si on recule un peu ou si on observe encore plus loin, on voit ce qu'on appelle des galaxies, qui sont un ensemble de plusieurs milliards d'étoiles. Donc ici, je montre trois types assez courants de galaxies. Donc ici, je montre par exemple sur la gauche la galaxie d'Andromède, une des plus grandes galaxies et des plus proches de nous, qui est une galaxie spirale. On a également des galaxies spirales barrées,
hein, on peut deviner pourquoi on les nomme comme ça, et également des galaxies, disons, plus simples, moins intéressantes, en tout cas visuellement, qui sont des galaxies elliptiques. Un quatrième type qui est un peu plus rare, mais qui va nous intéresser, en tout cas dans la recherche qu'on fait au laboratoire, ce sont les quasars. Donc, les quasars, ça ressemble à une étoile. En fait, comme on peut le voir sur cette photo, on voit les 4 petits traits caractéristiques de l'observation d'étoiles. Mais en fait, c'est simplement le centre d'une galaxie qui est extrêmement brillant, qui font partie en fait, des objets les plus lumineux de l'univers, car ils émettent beaucoup de photons à très haute énergie, dû à leur trou noir au centre de ces galaxies. Donc en fait, sur cette image, on voit simplement le quasar, mais il est dans une galaxie. Ce qu'il faut se rappeler également, c'est que dans les galaxies, ce n'est pas que de la matière lumineuse, donc ce ne sont pas que des étoiles et du gaz ou alors des atomes dont on a l'habitude de voir, mais c'est aussi ce qu'on appelle la matière noire. On l'appelle noire tout simplement parce que on ne sait pas grand-chose sur elle, mais on a des observations qui montrent que sans cette matière noire, on n'arrive pas à décrire l'univers. Ici aussi, je vous redonne du coup une longueur caractéristique en bleu et une masse caractéristique en rouge. Et on voit qu'une galaxie, en tout cas celle que je vous ai montrée sur cette slide, c'est à peu près 200 000 années-lumière de diamètre. Ça, ça varie forcément d'une galaxie à l'autre, mais voilà. Donc ça veut dire que la lumière met 200 000 années à traverser la galaxie. Et on a une masse d'à peu près 10 puissance 12 masses solaires, ce qui donne à peu près le nombre d'étoiles, en tout cas de type Soleil, qu'on voit dans ce genre de galaxie. Maintenant, si on recule ou si on observe avec un encore plus grand angle, si vous voulez, on peut voir des milliers de galaxies sur une seule image. Donc ici, je vous montre quelque chose qui s'appelle le Hubble Ultra Deep Field, qui est en fait un champ extrêmement profond parce qu'on a intégré, c'est-à-dire que c'est comme si on avait pris une photo avec 280 heures d'exposition. Pendant 280 heures, on a laissé la lumière venir sur le capteur. Donc c'est un peu simplifié, mais disons, le résultat est le même. Et donc ça fait qu'on peut voir énormément de galaxies sur une seule photo. En tout cas, 10 000, ça a été estimé à 10 000 sur celle-là. Ici, je vous redonne également une petite idée de la distance. Donc typiquement, la distance à la galaxie la plus lointaine qu'on peut voir sur cette photo, alors on ne la voit pas à l'œil nu, comme ça doit être 1 ou 2 pixels peut-être, elle est à 3 milliards d'années-lumière. Donc ce genre de photo nous permet de voir très très loin. Simplement pour donner une idée de la taille apparente, donc si on regarde dans le ciel, à quoi correspond cette image, voilà un petit peu la taille de cette image par rapport à la pleine lune. Donc on voit que c'est extrêmement petit dans le ciel. Et donc on imagine que voilà, 10 000 galaxies sur cette petite portion du ciel, on peut un peu imaginer combien il y en a dans tout l'univers. Maintenant, si on observe encore à plus grandes échelles, si vous voulez, si on recule, si on regarde encore de plus loin, là on peut voir que les galaxies sont pas ordonnées de manière uniforme, c'est pas genre juste plein de galaxies partout. Elles suivent en fait des structures à grande échelle. Donc on voit ici que chaque point en fait c'est une ou plusieurs galaxies et elles forment des filaments. Et ces filaments en fait sont très très bien représentés par les simulations qu'on fait de notre univers. Donc ça, ce sont des simulations extrêmement coûteuses en temps de calcul, on peut bien imaginer, mais on arrive à vraiment décrire correctement tous ces filaments qu'on observe, dont les observations font preuve. Et ensuite, la dernière étape de cette petite marche à travers l'univers, c'est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Et ça, en fait, ça représente les premiers, si vous voulez, les premiers photons, la première lumière qui a pu enfin voyager dans l'univers et nous atteindre après plusieurs milliards d'années, que l'on observe grâce à des télescopes spéciaux, et on peut cartographier en fait une sphère autour de nous qui est imagée sur cette image-là avec des couleurs, qui montrent en fait les variations de température, entre guillemets, donc les variations d'énergie de ces photons, de ces particules de lumière qui ont été émis à ce moment-là. Donc là, on voit qu'il y a des petites fluctuations. Il s'avère que ce ne sont pas des fluctuations qui sont ici au hasard. On arrive à les décrire dans une certaine mesure avec les théories actuelles. Et on a des écarts autour de 3 Kelvin. Donc 3 Kelvin, c'est 3 degrés au-dessus du niveau absolu. Donc
Ce sont des énergies très faibles, mais tous ces petits écarts de l'ordre du micro-Kelvin peuvent nous apprendre sur notre univers et sur l'histoire de celui-ci. Donc voilà, ça c'était un petit peu une vue d'ensemble, un petit peu pour définir quels sont les objets qui font partie de notre univers. Maintenant, bien sûr, je vais introduire le phénomène de l'antigravitationnel, qui est un petit peu ce pourquoi je parle aujourd'hui. Et je vais d'abord commencer par un petit peu de théorie, mais je vais jamais aller vraiment dans les détails à ce niveau-là. Je préfère rester avec des explications, disons, avec les mains, si vous voulez. Donc, simplement un petit peu d'histoire. Dans les années 1780 ou 1780, ça dépend à qui je parle, certains chercheurs en fait, émettent l'hypothèse qu'à la place de considérer la lumière comme une onde, en fait, elle pourrait peut-être être considérée comme composée de particules. Une potentielle conséquence, à l'époque, si on se disait bon, les particules, ça devrait être massif, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, mais potentielle conséquence serait que un corps massif puisse influencer sur la trajectoire de la lumière. Alors, il y a une autre intuition qu'on peut avoir, un peu différente, c'est de considérer ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Le principe d'équivalence, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un des principes fondateurs, en tout cas à la base de la relativité générale, et ça nous dit simplement qu'on ne peut pas, en tant qu'observateur, quelque part dans l'univers, on ne peut pas savoir si une force, la force que l'on subit est due à une force gravitationnelle ou simplement à une accélération constante. C'est quelque chose dont il est impossible de savoir sans repère externe ou sans qu'on nous le dise, bien entendu. Et donc, si on fait une petite expérience d'une boîte avec un petit trou et on envoie un laser, un rayon lumineux, un laser, et cette boîte est en fait accélérée de manière constante, en l'occurrence vers le haut, alors on va voir en fait que le laser va, disons, le point rouge au fond de la boîte ne va pas se retrouver pile en face du trou, mais va être dévié en fait. Si on considère, ça permet de voir un peu si on considère des particules et qu'à chaque fois la boîte va avancer, alors on va avoir cette trajectoire. Et en fait, il s'avère que ça, c'est exactement la même chose que si on avait la même chose, le même laser, simplement une boîte immobile, mais soumise à l'influence gravitationnelle d'un corps massif, pour être voilà, une étoile ou quelque chose d'extrêmement massif. Donc ça, c'est un petit peu l'intuition, mais bien sûr, on sait tous que donc, Albert Einstein, vers les années 1915, a fondé la théorie de la relativité générale, et que grâce à cette théorie, on arrive à quantifier par quelle quantité, disons par quel angle, la lumière peut être déviée en fonction de sa distance à une masse et d'autres propriétés. Donc la théorie, si on rentre légèrement dans les détails, ce qu'elle nous dit, c'est que les photons, donc les particules de lumière, si vous voulez, suivent des lignes géodésiques. Ces lignes géodésiques, en fait, c'est ce qui va minimiser le temps de parcours de la lumière. Donc dans un espace, ce qu'on appelle un espace-temps plat, ça va être des lignes droites. Si on est dans un espace-temps courbé, donc par exemple s'il est affecté par la présence de corps massifs, alors ces lignes géodésiques peuvent potentiellement être courbées. Un autre point important que prédit la théorie, c'est que dans un espace-temps courbé, en fait, il y a peut-être plusieurs chemins qui minimisent le temps de parcours de la lumière. D'accord ? Donc la lumière va toujours, de son point de vue, se déplacer en ligne droite, mais va potentiellement, chaque photon va potentiellement emprunter un chemin différent qui sera en fait équivalent de son point de vue. Donc le phénomène de l'antigravitationnel est directement dû à ces observations, à ce que prédit la théorie. Et donc ça nous indique que potentiellement plusieurs images d'un même objet, si les photons ne prennent pas les mêmes chemins, peuvent être visibles. Maintenant, je vais corriger un petit peu le schéma que je vous ai juste montré avant, c'est que finalement, tous les chemins n'ont pas forcément la même longueur. Et ça, c'est un point important, ce qui fait que des pulses lumineuses ne vont pas forcément mettre le même temps à nous parvenir, bien qu'elles soient émises en même temps par le même objet. D'accord ? Donc, si la source, si un objet qui émet de la lumière derrière un objet massif envoie une lumière constante, alors on ne va jamais pouvoir observer ça. Mais si l'objet d'arrière-plan va émettre des pulses lumineuses, alors on va pouvoir voir en fait des décalages de temps d'arrivée. Donc ça, je vais y revenir parce que c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup dans notre recherche.
un autre point important du phénomène de l'antigravitationnel qu'on utilise énormément est le fait que la brillance, ce qu'on appelle la brillance de surface, est conservée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la quantité de lumière, si vous voulez, divisée par une aire, une surface qui est conservée. Donc, pourquoi c'est le cas? En fait, si on regarde deux photons qui sont émis à des endroits légèrement différents, en fait, il s'avère qu'ils peuvent suivre des trajectoires complètement différentes. Donc, c'est pour ça que le phénomène de l'antigravitationnel va fortement déformer les images. Donc, ça veut dire qu'un cercle va certainement plus être un cercle à la fin. Ensuite, on sait que le phénomène de l'antigravitationnel ne va pas absorber ni émettre de nouvelles lumières. Aucun photon n'est absorbé, aucun photon n'est émis par ce phénomène. Donc, ces deux points, en fait, ça va entraîner la conséquence que si une image est déformée sur une surface plus grande, alors elle va nous apparaître plus brillante. Donc, il n'y a pas vraiment de mot en français pour dire ça, mais en anglais, c'est magnification. Et l'opposé, c'est que si une image déformée est plus petite que ce qu'elle est à l'origine, alors elle va apparaître moins brillante, ce qu'on va appeler démagnification. Ici, je vous donne juste un petit schéma avec des couleurs. Si on a une source qui est à peu près orange, comme ça, et qu'on applique un effet de l'antigravitationnel, en mettant une masse fictive entre cette source et nous, alors on va voir que les parties fortement allongées vont être plus lumineuses et la partie en général au milieu va être plus rétrécie et donc va apparaître moins lumineuse. Donc ça, c'est un phénomène dont on peut tirer parti, le fait que ça amplifie dans un sens la lumière qu'on reçoit. Ensuite, maintenant, j'aimerais juste vous montrer les premières, en tout cas des images de vrais effets de l'antigravitationnel et simplement vous montrer que ça peut arriver à n'importe quelle échelle de notre univers. Donc finalement, on va reprendre, mais en sens inverse en quelque sorte, le chemin qu'on a fait au début de la présentation, de nous au fond diffus cosmologique, à ces premières lumières, et voir qu'en fait l'effet de l'antigravitationnel est présent à différentes échelles. Donc ici, si on repart sur justement cette carte du fond diffus cosmologique, alors on voit que la lumière nous parvenant de cet endroit très loin de nous va en fait passer par toutes ces structures à grande échelle, donc tous ces filaments dont je vous ai parlé, et ces filaments forcément sont composés de galaxies et donc de très grande masse, ce qui fait que les photons vont être déviés en fait tout au long de leur traversée jusqu'à arriver à nos télescopes. Donc ça, on pourrait se dire, bon, on aimerait bien ne pas disons, ça complique les observations. Mais finalement, en fait, on arrive à en tirer parti, car ça nous donne des renseignements en fait, sur ces structures à grande échelle si on les prend en compte dans nos modèles. Donc, ici, on peut voir à droite des simulations de ce que ça pourrait donner, un effet de l'antigravitationnel sur ce fond diffus cosmologique. Donc, des fois, c'est un peu difficile à voir. Selon comment, ça peut être facile à détecter, mais c'est souvent difficile. Aussi, j'en profite pour vous dire que vous pouvez tout à fait faire le même effet chez vous, simplement en utilisant un verre à pied et une carte du fond diffus cosmologique, simplement pour simuler un petit peu cet effet de l'antigravitationnel. Très bien, maintenant, si on regarde une image un petit peu comme le Hubble Ultra Deep Field que je vous ai montré, donc une image avec beaucoup de galaxies, sauf que cette fois, c'est une image avec le phénomène de l'antigravitationnel qui est directement observable et visible à l'œil. Donc ici, sur cette photo, aussi du télescope spatial Hubble, on voit plein de galaxies elliptiques, donc ça ressemble un peu à la galaxie elliptique que je vous ai montré, c'est toutes les galaxies un peu jaunes, comme ça, sans forme particulière. Et celles-là, il faut imaginer qu'elles sont plus proches de nous que tout le reste. Et ce qui se passe, c'est que donc dans les carrés que je vous ai mis pour guider un peu le regard, on voit des arcs comme ceci, qui sont en fait des galaxies d'arrière-plan fortement déformées, complètement étirées. Par exemple, celle-là, c'est assez impressionnant, elle est complètement étirée et sa lumière est amplifiée. Et quand on observe ce genre d'arc gravitationnel, on nomme l'effet de lentille, on dit qu'il est fort, strong lensing en anglais. Donc ça, c'est quand les objets d'arrière-plan sont fortement déformés, voire dont leur image est multipliée par un certain facteur. Donc typiquement, ici, ça peut être difficile à voir, mais par exemple, cet arc-là, ça pourrait très bien être la même source en fait, que ce petit arc-là, par exemple. Ensuite, on a
oui, alors on peut tout à fait voir ce genre de manifestations qui, par le hasard, font qu'on peut voir des formes sympathiques sur des images. Comme ici, on voit donc 2 galaxies qui déforment plusieurs sources à l'arrière-plan, et ça fait ce genre de petit bonhomme. Sympa. Maintenant, si on prend la même image, mais qu'on regarde un peu plus loin de ces grandes galaxies elliptiques, donc on se place plus loin de ces objets qui jouent le rôle de lentille, alors on a un phénomène de lentille qui est dit faible, parce que la forme des galaxies ne va pas être fortement déformée, mais c'est simplement que les galaxies, par rapport à leur position normale, elles vont être tournées et légèrement allongées. Donc si on regarde ici, par exemple, dans le coin en bas à gauche, on a des galaxies qui sont alignées et qui, en temps normal, ne devraient pas l'être. Il n'y a aucune raison pour que les galaxies soient vraiment alignées par rapport les unes par rapport aux autres. Et en fait, l'influence gravitationnelle de ces grandes galaxies elliptiques au centre de la photo va avoir tendance à les aligner. Et ça, c'est un signal qu'on peut également étudier pour comprendre la distribution de matière. Ensuite, si on regarde à plus petite échelle, donc c'est-à-dire si on considère juste simplement 2 galaxies et non pas des amas de galaxies comme à la slide précédente, si simplement une galaxie est alignée avec une autre, alors on va obtenir ce genre d'image assez spectaculaire. On voit toujours au centre une de ces galaxies elliptiques qui joue le rôle de lentille et une galaxie d'arrière-plan complètement déformée. Et là, en fait, dans cette photo, ça forme presque un cercle entier qu'on appelle anneau d'Einstein. Et ça nous indique en fait que la galaxie d'arrière-plan est presque quasiment alignée avec cette galaxie lentille. Donc celle-là, on l'appelle la Cosmic Horseshoe pour faire à cheval cosmique, en fait, si vous voulez. Mais il y en a beaucoup d'objets, en fait, que l'on connaît actuellement qui sont similaires à ça et observés aussi par le télescope spatial Hubble. Donc ici, je vous montre un petit florilège de ce genre de lentilles. Donc ici, c'est clairement un phénomène de lentille fort parce que l'image est fortement déformée et elle pourrait potentiellement même être dupliquée parce que ici, cette partie-là, c'est certainement en fait la même partie de la source en fait, qui a été dupliquée, ici aussi. Maintenant, donc là, on a un peu perdu le fil au niveau des grandeurs. Donc ici, je veux simplement indiquer que ce genre d'objet, si on regarde juste avec nos yeux dans le ciel, c'est à peu près 350 fois plus petit que la pleine lune. Donc bien sûr, avec nos yeux, on ne peut pas le voir, mais ça demande quand même des télescopes sensiblement puissants pour résoudre ce genre d'objet. Maintenant, quelque chose qui va encore plus nous intéresser pour la suite, c'est si l'objet d'arrière-plan, ce n'est pas simplement une galaxie, c'est un quasar. Donc, petit rappel sur le quasar, c'est la partie vraiment centrale d'une autre galaxie, en général très lointaine, qui est très très lumineux, et donc qui se voit en fait comme un point lumineux, comme une étoile finalement. Mais c'est bien le centre d'une galaxie. Donc maintenant, si on a un phénomène de lentille gravitationnelle forte sur ce genre d'objet, c'est ce genre de choses qu'on peut observer. Donc ici, on voit très bien en fait comment l'image du quasar a été multipliée par 4 sur les 3 premières images. Donc ici, on a 4 points lumineux, ici aussi. Et dans le dernier, on a seulement 2. Et en général, on a 2 points parce que l'alignement est juste pas assez parfait, entre guillemets, pour qu'on obtienne 4 images. Ici, on peut un peu récapituler ce qu'on voit sur ce genre d'image. Donc, on voit bien les 4 images du quasar et tout l'anneau qu'on voit autour. En fait, c'est la lumière de la galaxie qu'on appelle hôte du quasar. C'est la galaxie dans laquelle le quasar se trouve. Donc, on voit vraiment deux composants, les 4 images et l'image de la galaxie déformée. Et au centre, toujours la galaxie qui n'est pas déformée, qui joue le rôle de lentille. Ici aussi, ce sont des objets encore plus petits, en tout cas leur taille angulaire dans le ciel, leur taille apparente est encore plus petite que la précédente image. Et ça, c'est à peu près, pour celui-là, à peu près 1000 fois plus petit que la pleine lune. Donc on voit bien la puissance d'observation qu'il nous faut. Si on veut. Maintenant, si on se concentre un peu sur cette image-là et toujours si on reste dans les quasars lentillés, alors on peut distinguer 3 types d'effets de lentille gravitationnelle. Soit on considère l'effet de strong lensing, donc de lentille forte, comme je l'ai déjà décrit,
c'est-à-dire qu'on considère l'effet de déformation de l'arc et des 4 points lumineux. On peut parler aussi de milli-lensing. Donc ça, c'est seulement si on... Enfin, en plus de considérer l'effet de lentille forte, on considère potentiellement l'effet disons de bulles de masse qu'on ne voit pas, en fait, de bulles de masse de matière noire, potentiellement, qui seraient cachées quelque part autour de la galaxie lentille, mais qu'on ne voit pas parce que ça n'émet pas de lumière. Mais on peut potentiellement les inclure dans notre modèle pour améliorer notre compréhension. Et on peut parler aussi de microlensing, lorsqu'on considère en fait à une encore plus petite échelle les étoiles individuelles de la galaxie qui jouent le rôle de lentille. Donc là, c'est plusieurs étapes à faire. Donc, si on considère la galaxie, donc ici sur la droite un peu tronquée, qui joue le rôle de lentille forte, alors on peut considérer que dans cette galaxie, il y a forcément des étoiles et que chaque étoile va agir comme une lentille elle-même, ce qui fait que si typiquement elle se déplace et passe devant ces images du quasar, alors on va potentiellement observer des signaux de cet effet de lentille, de micro-lensing. Donc là, c'est vraiment jusqu'à ce degré de précision qu'on arrive actuellement à aller et qu'on arrive à détecter avec nos télescopes. Donc j'y reviendrai sur cet effet de micro-lensing parce que c'est quelque chose qu'on étudie dans le laboratoire. Maintenant, quelque chose d'encore plus rare, si vous voulez, c'est lorsque l'effet de lentille gravitationnelle apparaît sur une explosion d'étoiles. Donc, on appelle ça une supernova. Donc, une étoile, lorsqu'elle est en fin de vie, sous certaines conditions, elle va exploser violemment. Et il s'avère que si un tel phénomène est lentillé, c'est-à-dire que s'il y a une masse entre ce phénomène-là et nous, alors on pourrait potentiellement observer plusieurs fois l'explosion d'une même étoile. Et donc là, je vais vous montrer simplement une photo. Donc il doit y avoir, c'est peut-être la seule photo avec cette qualité d'un tel événement en fait à l'heure actuelle. Et là, on voit une galaxie jaune ici qui fait l'effet de lentille. Tout ce qui est bleu, en fait, c'est la déformation d'une galaxie d'arrière-plan. Et en fait, les 4 petits points là, c'est une supernova, donc c'est l'explosion d'une étoile, mais en fait, c'est la même. C'est la même étoile qui se trouve dans la galaxie bleue, très très loin de nous. Et là, on voit bien en fait le phénomène de délai temporel dont je vous parlais, le fait que la lumière n'emprunte pas des chemins de même longueur, parce que ce point lumineux en fait n'a pas la même intensité que les autres, simplement parce que l'explosion que l'on observe à cet endroit-là n'est pas au même stade que les 3 autres. Donc là, c'est vraiment un phénomène extrêmement rare, mais ce sont des phénomènes qu'on aimerait bien découvrir de plus en plus parce que ça peut nous apporter encore plus de connaissances en fait, sur cet effet de lentille gravitationnelle. Maintenant, c'est bien beau, mais donc ça fait des belles images, etc., les lentilles gravitationnelles, mais à quoi ça peut bien servir? Donc, je vais essayer de vous prouver que ça peut servir à différentes choses, et ensuite, je vais vraiment rentrer dans les choses un peu plus concrètes de ce qu'on fait au laboratoire. Donc, bien entendu, les lentilles gravitationnelles, ça nous sert en premier lieu à tester la théorie de la relativité générale, parce que c'est quelque chose qui a été prédit par cette théorie, et forcément, quand on commence à observer ce genre de phénomène, on se dit la théorie, elle doit être juste ou pas loin d'être juste. Mais bien sûr, ça nous permet de tester d'autres alternatives à la relativité générale. Et si il y a d'autres théories un peu concurrentes, elles doivent forcément prédire ce genre de phénomène pour être valides. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y a de la matière noire dans les galaxies, à divers endroits de l'univers, mais en particulier fortement dans les galaxies. Et comme ce phénomène de l'antigravitationnel est causé par la masse totale, donc pas seulement la masse des étoiles qu'on voit avec les télescopes, mais aussi la masse noire, alors ce phénomène-là est clairement une des seules possibilités de détecter la matière noire. Alors certes indirectement, mais ça permet de quantifier la quantité de matière noire qu'on voit dans les galaxies. Le phénomène d'amplification de la lumière dont je vous ai parlé également, ça nous permet en fait d'agir comme une loupe, un peu une loupe naturelle sur des objets qui sont normalement trop ténus pour être observés. Donc ça nous permet d'observer des galaxies encore plus lointaines ou d'autres objets lumineux qui seraient beaucoup trop lointains pour être observés directement avec les télescopes, parce que leur lumière est amplifiée. Et ensuite, une quatrième, disons, possibilité d'application,
c'est d'utiliser ce phénomène de délai, ce phénomène qui implique que les photons ne parcourent pas exactement le même chemin en fonction de l'effet de l'antigravité, enfin, à cause de l'effet de l'antigravitationnel. Et ce qui fait que si on observe des délais temporels, donc ça je vais y revenir un peu plus en détail dans quelques instants, alors ça nous permet de comprendre exactement le chemin que la lumière a parcouru jusqu'à venir à nous, et ça nous donne une information sur les distances qui nous séparent aux objets. Et bien sûr, donc j'imagine qu'il y a d'autres applications, mais disons, ces quatre-là, ce sont vraiment les quatre applications qui sont actuellement, en tout cas, fortement utilisées et dont les lentilles gravitationnelles peuvent nous éclaircir. Maintenant, peut-être la partie qui va le plus vous intéresser, en tout cas pour les étudiants de bachelor, c'est qu'est-ce qu'on fait en pratique, qu'est-ce qu'on fait avec les lentilles gravitationnelles en pratique au labo d'astro de l'EPFL. Donc, bien sûr, on fait d'autres choses qu'avec les lentilles gravitationnelles, mais je vais me limiter à cette partie-là. Donc ici, une petite table des matières, si vous voulez, des 4 points dont je vais parler, en fait. Et là, en fait, je liste juste en dessous de chaque point, si vous voulez, les noms des doctorants et postdocs et profs qui participent à ces domaines de recherche. Donc, je vais d'abord parler de recherche, comment on recherche des lentilles gravitationnelles, parce que certes, il y en a pas mal qu'on connaît, mais disons, on n'en a jamais assez. Et une fois qu'on a étudié ceux qui sont actuellement accessibles, alors pour pousser encore plus la précision de nos mesures, il faut en découvrir d'autres. Ensuite, je vais vous parler de comment on peut modéliser, c'est-à-dire comment on peut générer des images, en tout cas visuellement équivalentes à ce qu'on observe, afin de comprendre comment la masse et comment la lumière des différents objets qu'on observe est distribuée. Ensuite, je vais vous parler, comme je l'ai déjà un petit peu dit, des délais temporels. Donc, c'est quelque chose de très important au laboratoire, je vais vous en dire plus. Et également, l'étude, on peut utiliser ces lentilles gravitationnelles pour étudier typiquement la structure des quasars. Donc, je vais y revenir un peu plus en détail également. Donc maintenant, pour chercher des lentilles gravitationnelles, en fait, on va déjà se baser, donc on pourrait, je veux dire, prendre plein d'images déjà actuellement dans les archives de tous les télescopes sur Terre et chercher visuellement. En fait, ça prend du temps. Et comme je l'ai dit, ces objets sont des fois sur quelques pixels de votre image. Et donc, je veux dire, ça prendrait beaucoup trop de temps et on pourrait en louper, en fait, comme ça. En plus, dans le futur, il va y avoir ce qu'on appelle des télescopes de grand relevé qui vont nous permettre d'observer tout le ciel. En quelques semaines, on va avoir des cartes de tout le ciel. Et là, il va falloir chercher de nouveaux lentilles gravitationnelles là-dedans. Et comme c'est un peu à la mode, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des réseaux de neurones, donc des techniques d'intelligence artificielle, pour un peu automatiser cette recherche dans toutes ces données qui vont bientôt arriver ou qui sont déjà actuellement dans les archives. Donc, pour entraîner des réseaux de neurones, pour leur apprendre simplement ce qu'il faut chercher, à quoi ressemble une lentille gravitationnelle, il faut être capable de simuler des millions et des millions de fausses images de lentilles gravitationnelles. Donc ça, on a des logiciels pour faire ça, et on arrive, dans une certaine mesure, à générer des simulations de lentilles qui sont très proches de la réalité. Ensuite, on laisse le réseau de neurones nous prédire des choses, et typiquement, il va nous chercher dans les grands relevés, dans ces grandes images, des objets qui potentiellement ressemblent à des lentilles gravitationnelles, qui nous permettront ensuite de les étudier, de demander du temps d'observation avec des télescopes plus performants, etc. Donc ici, je vous montre un exemple de sélection d'un réseau de neurones, et on voit que c'est vrai que quand on regarde à chaque prédiction, on voit qu'il y a en effet des petits arcs gravitationnels ici et là, donc ça semble fonctionner, disons. Ensuite, un autre domaine de recherche qu'on poursuit au labo, c'est la modélisation de lentilles gravitationnelles. Donc ici, je vous montre un exemple vraiment très pratique qu'on étudie en ce moment. Donc ici, on voit une observation. Donc si vous vous rappelez les 4 points lumineux, donc là, on a affaire à un quasar lentillé. Donc on voit les 4 images du quasar qui ont été dupliquées. Et on voit l'anneau, en fait quasiment un anneau d'Einstein ici,
du fait du bon alignement entre les galaxies lentilles et la galaxie d'arrière-plan. Et juste à droite, en fait, on a ce que prédit le modèle. Enfin, disons, on a tweaké les paramètres du modèle pour que ça corresponde à la réalité. Et si on arrive à faire ça, donc disons là, ensuite, je vous montre en bas un peu une autre vue de ces données du modèle et de la soustraction des deux, qui est dans l'ensemble pas trop mal, même si on peut voir au milieu qu'il y a deux petits points bleus qui traduisent en fait un manque de précision de notre modèle. Et si on arrive à modéliser ça, et si on est confiant dans notre modèle, alors ça veut dire qu'on a compris la distribution de masse et la distribution de lumière des différents objets. Ça veut dire qu'on potentiellement, on peut comparer, par exemple, la masse lumineuse qu'on voit directement avec la masse de matière noire prédite par le modèle. Donc ça serait une application. Il s'avère aussi qu'on a participé à des compétitions de modélisation. Donc ça s'appelle vraiment comme ça, challenge en anglais. Ça nous permet en fait de tester les différents logiciels de modélisation. Il y en a plusieurs sur le marché, entre guillemets, et de savoir quelles techniques en fait sont les plus compétitrices et donnent des résultats les plus vraisemblables possibles pour ensuite appliquer à des données réelles. Ce qu'on fait également, c'est qu'on essaie d'améliorer ces outils de modélisation. Par exemple, en anticipant sur le fait que les télescopes plus tard vont donner des images encore plus précises et on va devoir améliorer les techniques de reconstruction pour reconstruire des images encore plus réalistes. Ensuite, donc, j'ai parlé de la mesure de délai temporel. Donc ici, c'est vraiment très spécifique à un quasar qui est lentillé, parce que les quasars, en fait, pulsent. Ce sont des objets qui ne restent pas constants dans le temps. Ils pulsent de la lumière, en fait, un peu aléatoirement, ce qui fait qu'on peut avoir des délais temporels entre les 4 points qu'on voit sur cette image. Malheureusement, on ne peut pas observer ces délais tout le temps avec le télescope spatial Hubble parce que ça a un coût et parce que ces télescopes sont extrêmement demandés. Et donc, on observe avec des télescopes terrestres. Et comme vous pouvez le voir, la qualité n'est pas tout à fait la même. Mais heureusement, on a des manières, on a des techniques, ce qu'on appelle des techniques de déconvolution, pour récupérer en fait l'information un peu amoindrie, disons, en tout cas détériorée par l'atmosphère terrestre et le manque de résolution, pour récupérer en fait la position, en tout cas c'est ce qui nous intéresse dans cette application, la position des 4 images du quasar qui a été dupliquée. Et si on a ces 4 positions, alors on peut extraire ce qu'on appelle des courbes de lumière, c'est-à-dire que chaque nuit, on va observer une telle image et on va mesurer la luminosité de chaque point. Et ici, je montre en fait un exemple sur 16 ans, sur cet objet-là en particulier. Et là, on peut collecter des courbes de lumière. Donc, chaque courbe que vous voyez en couleurs différentes est une courbe par point lumineux. Et en fait, on doit observer sur autant de temps afin ensuite d'avoir une certaine précision sur le délai temporel. Donc là, on ne voit pas qu'il y a un décalage temporel entre chaque courbe, car en fait, il est de quelques jours, quelques dizaines de jours, en l'occurrence. Mais ici, pour donner une idée un peu plus concrète de la chose, ici, je monte sur un autre système. On voit aussi qu'il y a 4 quasars, en tout cas 4 images d'un même quasar. Et ici, sur cette petite animation, on voit les quasars varier légèrement. Et on voit les points de données s'accumuler au fur et à mesure des années, en tout cas des mois. Et après, on peut prendre ces deux courbes et trouver le décalage temporel qu'il y a entre les deux, afin de trouver le délai, la différence de temps de parcours de la lumière entre chaque image du quasar. Ici, je ne l'ai pas dit dans la petite table des matières que je vous ai montré avant, mais en fait, ce genre de modélisation de la masse dont je vous ai parlé juste avant et cette mesure des délais temporels sont deux choses modulo, disons d'autres choses que je passe sous silence parce que j'ai un temps limité, sont des ingrédients essentiels en fait pour calculer la constante de Hubble, qui est en fait à quelle vitesse s'étend l'univers à une distance donnée. Donc ici, là on touche au domaine de la cosmologie, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails à ce niveau-là parce que ça va être, je crois, en tout cas, je ne sais pas exactement quel jour ça va être du semestre, mais il y aura une des petites conférences des IROT qui parlera plus
en détail de la cosmologie. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails à ce niveau-là, mais une application de ces quasars lentillés, c'est la mesure de la constante de Hubble. Et nous, en fait, on fait partie d'une collaboration internationale qui s'appelle TD Cosmo, et dont le but est de mesurer H0 à une certaine précision. Et donc, si vous voulez aussi taper sur Internet, par exemple, TD Cosmo, ou anciennement, on s'appelait Holycow, ce qui est un nom un peu plus fun. Holycow avec un 0 pour H0. Vous pouvez trouver pas mal de contenu interactif à ce niveau-là. Et ensuite, la dernière application dont je voudrais vous parler avant de clôturer cette présentation est l'étude des quasars. Donc, on repart encore sur qu'est-ce qu'un quasar. Donc, cette fois, je vais vous donner un peu plus de détails sur comment on peut le modéliser. C'est-à-dire que c'est quelque chose en fait, d'extrêmement compliqué. C'est le centre d'une galaxie qui pulse de la lumière à cause de son trou noir supermassif central. On peut s'imaginer qu'il y a vraiment des choses extrêmement complexes qui se passent en termes de physique. Mais on a des modèles plus simplistes pour décrire ce genre de choses qui nous permettent ensuite de mesurer des propriétés de ces objets. Donc pour décrire simplement le modèle qu'on utilise, on s'imagine qu'on zoome à fond sur ce quasar, qu'on observe ce trou noir central, et autour de ce trou noir, en fait, il y a de la matière extrêmement chaude qui va tourner à vitesse quasiment relativiste, en tout cas relativiste, proche de la vitesse de la lumière, et qui va donc émettre des photons alors directement vers nous. Certains de ces photons vont nous atteindre directement, et certains photons vont être ce qu'on appelle réverbérés. Donc d'abord être absorbés par des particules de matière plus loin que le trou noir, légèrement plus loin que le trou noir, et ensuite venir vers nous. Ce qui va créer en fait un délai supplémentaire à certains photons, en plus du délai de l'antigravitationnel. Donc si on incorpore en fait ce genre de modèle du quasar, de la variabilité du quasar, et qu'on ajoute à cela une analyse vraiment détaillée des délais temporels dont je vous ai parlé avant, et qu'on inclut l'effet de microlensing que j'ai également décrit brièvement, c'est-à-dire l'effet des étoiles individuelles de la galaxie lentille qui passe devant chaque image du quasar. Ça commence à avoir un certain nombre de degrés de complexité. Alors, on peut en fait en déduire des choses sur la taille et du disque d'accrétion et de la zone de réverbération. Donc ici, je vous montre simplement un résultat, en l'occurrence sur la taille de la zone de réverbération. C'est un projet qui est en train d'être finalisé. On peut en déduire de l'étude de ces délais temporels et de l'effet de microlensing une idée, en fait, disons une probabilité que la taille de cette zone de réverbération soit comprise entre certaines grandeurs en fonction de l'amplitude des variations du quasar. Donc on arrive, en fait, il faut s'imaginer qu'on arrive, grâce à ces délais, grâce à cet effet de l'antigravitationnel, à vraiment avoir une vue sur des choses extrêmement petites et lointaines. Voilà, donc ça, c'était un peu 4 sujets un peu concrets de ce qu'on fait au labo. Maintenant, je veux juste finir rapidement sur quelque chose de plus léger et simplement vous dire qu'au labo, alors on travaille, mais également on voyage. On a la chance de voyager aussi pour travailler, mais dans des endroits extrêmement beaux, extrêmement dépaysants, comme les observatoires, typiquement du Chili. Donc ici, je vous montre des superbes photos d'un doctorant aussi du laboratoire, qui est allé de nombreuses fois par là-bas. Et donc, on a la chance de voir ce genre de vue exceptionnelle, un peu au milieu de nulle part, et puis de vraiment utiliser les télescopes pour obtenir, justement, je parlais des délais temporels, on utilise des télescopes toutes les nuits, quasiment dédiés à ça, tel que celui-là, en fait. Ici, là, je vous montre une photo du télescope construit majoritairement par l'Université de Genève, mais qu'on utilise également pour observer ces lentilles gravitationnelles. Et ici, une dernière photo avec un autre télescope qu'on utilise pour la même application. Et sur ces images, eh bien, je vous remercie de votre attention et je suis tout à fait disponible pour des questions désormais. Du coup, pas une bonne idée.
Du coup, Voilà, ouais. comme ça. Merci beaucoup, Émeric. C'était très intéressant et je pense que tu as bien inauguré cette première série de conférences. Si quelqu'un a des questions, c'est le moment. N'hésitez pas. Vous pouvez aussi poser des questions dans le chat aussi. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, quelqu'un qui s'est démute. Hop. Une fois, Si non. vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas. Allez-y, quoi. Sinon, on serait obligé de poser des questions gênantes à Émeric. Donc, Ouais, salut, moi j'aurais une question. ouais, vas-y, on t'écoute. Alors, merci pour ta présentation déjà. Et à un moment, tu as parlé de l'expansion de l'univers. Je voulais te demander si vous aviez observé une perturbation à cause de cette expansion et si notre regard des galaxies pouvait être aussi trompé à cause de la géométrie complexe de notre univers en expansion. Alors, très bonne question. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez complexe, l'expansion de l'univers, parce que ça veut dire qu'on ne peut jamais être certain de la distance qui nous sépare des objets. Donc, en fait, il y a disons, une extension qui comprend la relativité générale qu'on appelle le modèle lambda CDM, hein, qui prend en compte divers paramètres. Pour l'instant, décrit assez bien cette expansion de manière générale. Donc, ça veut dire qu'on peut inclure ce modèle-là de manière assez confiante pour corriger cet effet de l'expansion. Donc, jusqu'à présent, en fait, il y a quelques observations qui pointent sur des corrections à ce modèle, donc des choses qui fait qu'on ne comprendrait peut-être pas tout à fait l'expansion de l'univers, mais jusqu'à présent, c'est assez robuste à plein d'observations. Maintenant, donc j'ai parlé de la constante de Hubble, et ça va être couvert par la petite présentation sur la cosmologie plus tard dans le semestre. Mais il s'avère qu'à l'heure actuelle, différentes méthodes pour calculer la constante de Hubble, donc la vitesse d'expansion de l'univers, ne donnent pas la même valeur alors qu'elles devraient parce qu'elles sont basées sur le même modèle qui indique que c'est une constante. Donc à ce niveau-là, ça tend à dire soit les méthodes sont mauvaises, soit simplement le modèle de l'expansion de l'univers actuel est en effet plus compliqué que ça. Mais si on part du principe, donc mis à part ce qu'on appelle cette tension entre les méthodes, jusqu'à présent, le modèle de l'expansion qu'on utilise est vraiment très robuste en fait. Et donc, ça ne nous perturbe pas tant que ça si on le prend en compte de manière correcte. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Salut, merci beaucoup pour ta conférence. Et je me demandais, quand vous faites de la modélisation de l'antigravitationnel, est-ce que vous résolvez les équations d'Einstein numériquement ou est-ce que vous appliquez une métrique particulière? Donc, si tu veux, l'effet de l'antigravitationnel, en tout cas l'effet de l'antigravitationnel fort, donc si j'illustre un peu, par exemple ici, en fait, quand on considère cet effet de l'antigravitationnel, on peut se permettre de simplifier les équations d'Einstein à un point qu'elles deviennent en fait analytiquement résolvables, si ça a du sens. Et donc, en fait, finalement, on ne touche pas réellement à la métrique, etc. On ne résout pas les équations à chaque étape de la modélisation. En fait, si tu veux, on a des équations vraiment simplifiées au premier, voire deuxième ordre, qui nous permettent d'accélérer la modélisation et en fait, qui suffisent. On n'a pas vu de problème jusqu'à maintenant sur ces approximations-là. Parce qu'en fait, l'approximation qu'on fait, si je reprends ce schéma-là, une approximation qui marche pas mal, c'est qu'on ne veut pas modéliser le chemin exact des photons qui proviennent de la source jusqu'à nous. En fait, on approxime simplement le fait qu'ils vont en ligne droite jusqu'à l'objet. En fait, je peux mettre ça en plus grand. Qui vont en ligne droite jusqu'à l'objet et ensuite, ils sont déviés par un certain angle qu'on peut calculer analytiquement. Et ensuite, en ligne droite jusqu'à nous. Et ensuite, on peut corriger a posteriori de potentielles déviations à ces angles. Donc finalement, on n'a pas besoin de résoudre les équations d'Einstein, disons, les équations de relativité générale à chaque étape du modèle. Eh ben, super, merci beaucoup.
Ok, super, merci pour ces quelques clarifications. Est-ce qu'il y a encore des questions? On a encore un peu de temps, je pense. Bonjour, oui. Moi, ce serait une question par rapport au fait que vous utilisez des simulations pour ensuite rechercher des, des effets de lentille gravitationnelle. Est-ce que justement, en faisant ça, on ne va pas louper les cas qui nous permettraient de trouver de déprouver la théorie d'Einstein ou des cas un peu extrêmes dus aux approximations et au fait qu'on les simule? Ouais, c'est une très bonne remarque. Je pense qu'en effet, étant donné qu'on génère les sets d'entraînement, enfin disons les images pour entraîner nos réseaux de neurones avec des images qui sont modélisées d'après ce qu'on sait à l'heure actuelle, donc d'après ce qu'on considère correct. En effet, je pense que ces réseaux de neurones ne seront pas capables de détecter des potentiels systèmes qui ne seraient pas compatibles avec la relativité générale. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est le genre de méthode en fait qui est un peu dépendante du modèle. Et c'est pour ça qu'on cherche. Donc là, j'ai parlé vraiment de la recherche par réseau de neurones, mais des recherches peut-être avec des méthodes qui sont moins dépendantes du modèle sont aussi en cours de développement et seront peut-être utiles justement pour détecter ces cas un peu extrêmes. Mais je suis d'accord, c'est un des problèmes en fait de l'apprentissage automatique, c'est que ça dépend de ton modèle et tu peux potentiellement louper des cas intéressants. Mais jusqu'à présent, on connaît pas mal de l'antigravitationnel et il n'y a pas vraiment de cas qui nous indiquent que la relativité générale, en tout cas comme on la comprend pour les lentilles gravitationnelles, est fausse. Mais Ok. ça pourrait être le cas. Merci beaucoup. Salut. Moi, je me demandais, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, peut-être, pour arriver jusqu'en doctorat, là où tu es? Avec plaisir, ouais. Donc, j'ai fait l'EPFL. En fait, je suis resté à l'EPFL pendant jusqu'à maintenant. Donc, ça va être assez simple. Donc, j'ai simplement fait physique. J'ai redoublé même la première année. Et ensuite, voilà, donc bachelor de physique. Au master, donc il y a quelques cours à choix, si je me rappelle bien, en bachelor 3, mais bon, ça a peu d'importance à ce niveau-là. Excepté le fait que j'ai choisi, il y avait un cours d'astrophysique 2 en bachelor 3, donc j'ai simplement pris ce cours, parce que je savais déjà à ce moment-là que je voulais aller dans cette direction. Et ensuite, au master, j'ai suivi d'autres cours d'astrophysique, Astro 3 et 4, plus les cours de relativité générale, qui sont fortement liés à ça. Et comme en astro, il y a pas mal de techniques d'image processing, donc de traitement d'image, de traitement du signal de manière générale. J'ai également pris un mineur en CSI, donc en sciences computationnelles, dans lequel j'ai fait un projet dans le laboratoire d'imagerie biomédicale, donc ce qui permet aussi de toucher un peu à des méthodes de traitement d'image, pas forcément uniquement dédiées à l'astro, donc ça permet d'avoir un peu une idée plus large de ça. Et ensuite, simplement fait mon projet de master, projet il y a un cours de simulation. Donc je l'ai fait au laboratoire d'astrophysique dans un certain domaine. En l'occurrence, c'était le domaine de la simulation cosmologique. Donc typiquement, si je remonte ici, ce genre de carte, on a un pôle du laboratoire d'astrophysique qui travaille là-dedans, qui est pas mal d'informatique. Et ensuite, fait travail donc thèse de master dans le domaine des lentilles gravitationnelles, en fait, dans le thème de la modélisation. Et jusqu'à maintenant, je travaille sur ce thème-là, donc dans divers projets, mais centrés sur ce thème-là. Ok, merci. Du coup, je pense qu'on arrive bientôt vers la fin. En tout cas, on avait dit que ça allait durer une heure plus ou moins, donc on est pile dans le bon timing. Par contre, si quelqu'un a encore quelque chose à dire, n'hésitez pas. Une question sur les bons plans au Chili. Bonsoir. J'avais juste une question par rapport justement à la structure à grande échelle qu'on observe dans l'univers. Enfin, ce sont des
du coup des structures uniquement grâce à la gravitation, c'est ça? Exactement, ouais. Ouais. La gravitation seule permet de, disons, si on met plein de particules et qu'on les laisse gravitationnellement se déplacer, ça va former naturellement, disons, si on prend en compte les effets de relativité générale, ça va former ces structures. Maintenant, on a besoin, en plus de la matière lumineuse, de mettre de la matière noire pour former ces structures, mais c'est essentiellement la gravitation. D'accord. Mais du coup, ces structures, elles ont été plus ou moins, ils sont définies dès le Big Bang, dès le début de l'univers. En fait, ouais, alors Et de la matière. Alors, c'est pas mon domaine d'expertise, mais en fait, on peut imaginer qu'en fait, après le Big Bang, si tu veux, il y avait un espèce de magma extrêmement chaud avec, ouais, disons, les photons ne pouvaient pas voyager de manière libre. Donc, c'était vraiment les électrons, etc. C'était un plasma finalement, donc qui se comportait plus ou moins comme un fluide. Et dans ce fluide, il y avait des fortes instabilités localement, ce qui fait qu'il y avait des ondes d'instabilité qui se propageaient et que lorsque l'univers a refroidi suffisamment pour justement émettre ces photons, donc les photons qu'on observe en tant que fond diffus cosmologique, ça a aussi glacé, on appelle ça glacé, ces fluctuations en fait, de densité. Et ça va te provoquer en fait des conditions initiales qui font qu'il y aura déjà des petits trous et des surdensités, des sous-densités à certains endroits de matière. Et ça, en fait, tout au long de l'expansion de l'univers, ça va un peu donner des conditions initiales qui vont fortement influencer sur où vont se former ces filaments et où vont se former ces zones de grande densité de galaxies. Donc, ces choses-là peuvent être liées vraiment au début de l'univers. D'accord, merci beaucoup. Super présentation, très intéressant tout ça. Merci. Merci. Encore quelqu'un pour une dernière question peut-être? Bon, ça a l'air d'être tout. En tout cas, merci beaucoup, Aymeric, pour cette première Merci à vous. présentation. C'était vraiment très bien, c'était très intéressant. Du coup, j'espère que les étudiants ont apprécié. En tout cas, il y a beaucoup de J'espère monde aussi, ouais. qui s'est connecté, beaucoup de monde qui est resté aussi, donc ça veut dire aussi que c'était très réussi. Merci à tous d'être venus, hein. Ça fait plaisir. Et du coup, donc on a enregistré la conférence, donc on essaiera de la reposter sur un support non défini encore. Je stoppe peut-être maintenant. Ouais, tu peux arrêter le